Affronter Oliver Kahn, ce n'était pas comme affronter un gardien normal. C'était comme faire face à un homme qui préférait te dévorer vivant plutôt que de te laisser marquer. La façon dont il se tenait dans sa cage, c'était comme s'il te défiait de t'approcher. En Bundesliga, il courait après les attaquants, leur hurlait dessus et plus d'une fois, il a essayé de frapper un joueur à la tête juste après avoir encaissé un but. Même ses propres coéquipiers refusaient de partager une chambre avec lui lors des déplacements, parce qu'ils n'étaient pas sûrs de ce qu'il pouvait faire pendant la nuit. À ce jour, aucun joueur dans l'histoire du football n'a autant fait peur à ses adversaires. Alors comment ce gardien sans talent, comme il s'est décrit lui-même un jour, est-il devenu le meilleur du monde et surtout le joueur le plus redouté de tous les temps? Oliver Kahn n'était pas destiné à devenir gardien de but. En tout cas, pas comme on l'imagine. Il n'était pas grand pour son âge, il n'était pas doué et il n'a jamais été sélectionné en équipe nationale de jeunes, même pas une seule fois. Selon ses propres mots, il n'avait aucun talent. Aucun. Mais ce qu'il avait, c'était l'obsession. Tout a commencé quand il avait 6 ans. Son grand-père lui a offert un maillot de gardien. Pas n'importe quel maillot, celui de Sepp Maier. Le même Sepp Maier qui avait gagné la Coupe du Monde avec l'Allemagne. À partir de ce jour-là, Kahn ne s'est pas contenté de l'admirer. Il a décidé de devenir comme lui. Ou mieux encore. Il a rejoint le centre de formation du Karlsruher SC, le même club où son père avait joué en 2e division. Et il s'est entraîné comme un fou. Les autres enfants rentraient chez eux quand l'entraînement se terminait. Kahn restait jusqu'à ce qu'on éteigne les lumières. Quand Kahn avait 11 ans, il a joué un match qu'il a marqué pour le reste de sa vie. Son équipe était menée 2-0 et il se sentait responsable des 2 buts. Mais au lieu de s'effondrer, il s'est battu. Il a commencé à plonger dans tous les sens, à fermer les angles, à crier sur ses défenseurs comme un vrai pro. L'équipe est revenue, a gagné 3-2 et à la fin du match, Kahn n'a pas fêté la victoire. Il a simplement hoché la tête. Comme si c'était normal, comme s'il savait depuis le début que ça devait finir comme ça. C'est à ce moment-là qu'il a décidé qu'il pouvait vraiment y arriver. Mais à 16 ans, personne ne le voyait vraiment comme une future star. Loin de là, il n'avait pas l'air d'un futur joueur pro. Mais c'est ça le truc, Kahn se moquait de son apparence. Ce qui comptait pour lui, c'était le travail. Et il bossait comme quelqu'un qui avait quelque chose à prouver chaque seconde. Ce n'était pas juste de l'ambition, c'était plus profond, quelque chose d'instinctif. Un de ses premiers entraîneurs a dit plus tard: on pouvait le sentir. Il ne voulait pas seulement arrêter les tirs, il voulait casser ceux qui les tiraient. Voilà ce que Oliver Kahn était en train de devenir. Pas un gardien de but, un monstre que le monde n'était pas encore prêt à affronter. À l'âge de 18 ans, Kahn a été appelé et a commencé à s'entraîner avec l'équipe première de Karlsruhe SC. Mais ce n'était pas grâce à son talent. Il était là parce que personne ne travaillait plus dur que lui. C'est ça qui faisait la différence. Alors que la plupart des jeunes gardiens voulaient juste faire bonne impression, Kahn voulait s'assurer qu'on ne l'oublie jamais. Il y a une histoire qui résume parfaitement ça. À ses débuts, avec l'équipe première, le staff d'entraîneurs avait sélectionné 2 jeunes gardiens pour s'affronter pour la place du 2e gardien. Kahn est le fils de Udi Fürth, une légende du club. Kahn savait déjà que la mise était contre lui. Alors une fois la séance terminée, il a renvoyé le ballon à l'entraîneur et lui a dit qu'il devait recommencer toute la séance. L'entraîneur a raconté plus tard: à ce moment-là, j'ai su que ce gars-là allait être mon numéro 1 pour les 4 prochaines années. C'était ça Oliver Kahn. Pas brillant, pas naturellement doué, juste complètement obsédé. Il ne plaisantait pas, il ne prenait pas de pause, il ne voyait pas des coéquipiers autour de lui, il voyait des rivaux. Un autre gardien a même refusé de partager une chambre d'hôtel avec lui, pas parce que Kahn avait fait quelque chose, mais parce qu'il pensait sincèrement que Kahn pourrait essayer de l'étrangler dans son sommeil. C'est ce genre de tension qu'il dégageait, tous les jours. C'est aussi à cette période qu'il a fait les gros titres pour une scène qui le résumait parfaitement. Le club avait organisé un match caritatif avec des enfants de l'académie, des petits de 9 ans, dont certains étaient à peine capables de frapper le ballon. Pour chaque but marqué, de l'argent serait reversé à une fondation locale. Kahn est allé dans les cages et il n'a laissé passer aucun tir, pas un seul. Il les a tous arrêtés, sans faire semblant de ralentir. Quand on lui a demandé pourquoi, il a simplement haussé les épaules et dit: pour être gardien de but, il faut être un peu fou. Qui d'autre resterait là à laisser les gens lui tirer des ballons en plein visage? Même à cet âge-là, il ne cherchait pas à plaire, il construisait autre chose, quelque chose de plus sombre, et tout ce qui l'entourait le sentait. D'ailleurs, si tu cherches un maillot de ton équipe préférée, je te recommande vraiment de passer par Foot Soccer Pro. Il propose un super large choix, les clubs des 5 grands championnats, les sélections nationales, mais aussi des équipes comme l'Inter Miami, Al Nassr, Santos et bien d'autres.
Tu peux même trouver des maillots rétro des années 90 et 2000 et une sélection de sneakers si tu veux compléter ton style. Avant de t'en parler aujourd'hui, j'ai passé commande pour tester par moi-même. J'ai pris le maillot du Barça pour mon frère et franchement, la qualité est top. Petit bonus pour toi, à partir de 59 €, la livraison est gratuite. Et avec le code ELITEFOOT, tu peux profiter de 25% de réduction. Le lien est en description. Un grand merci à Foot Soccer Pro de soutenir cette vidéo. Revenons maintenant à la vidéo. Lors de la saison 1990-1991, Cannes a enfin eu sa chance. Le Karlsruhe SC était en difficulté. Ils perdaient des matchs, ils étaient coincés dans la zone de relégation et avaient désespérément besoin d'un déclic. À la mi-temps d'un match qu'ils étaient déjà en train de perdre, l'entraîneur a pris un risque. Il a remplacé son gardien titulaire par Oliver Kahn, âgé de 22 ans. Ce qui a suivi a été 51 minutes de pure folie. Des plongeons, des face-à-face, des arrêts à bout portant. Karlsruhe a remporté le match et à partir de ce jour-là, Kahn n'a plus jamais quitté le 11 de départ. À partir de ce moment, tout a changé. L'équipe n'a perdu que 5 de ses 22 matchs suivants. Ce qui était une lutte contre la relégation s'est transformé en une histoire de survie. Et puis lors de la première saison complète de Kahn en tant que titulaire, les choses sont devenues encore plus folles. Karlsruhe a terminé 8e dans le top 10, devant des clubs comme le Bayern Munich, le Werder Bremen, Schalke et Hambourg. Ils n'avaient pas de grande défense, pas de stars, mais ils avaient un monstre dans les cages. Oliver Kahn leur a fait croire qu'ils pouvaient survivre à tout. Et pourtant, malgré tout ça, l'équipe nationale ne l'a pas appelé. Même pas de matchs amicaux, aucun appel. Kahn réalisait de belles performances, enchaînait les clean sheets, portait une équipe moyenne au-dessus de clubs historiques, mais personne ne semblait s'en soucier. Au milieu des années 90, Kahn avait tout donné à Karlsruhe. Il avait sorti le club de la zone de relégation, l'avait amené dans le top 10 et même jusqu'en demi-finale de coupe de l'UEFA. Il avait réussi des clean sheets contre des grandes équipes comme le PSV, Bordeaux ou Valence. Et tout ça derrière une défense qui tenait à peine debout certains matchs. Et pourtant, pour l'équipe nationale, il était toujours invisible. Il n'a joué aucun match pendant la Coupe du Monde 1994, où il n'était là que pour réchauffer le bain derrière Andreas Köpke et Bodo Illgner. Alors quand le Bayern Munich a mis 2,3 millions d'euros pour le signer, la somme la plus élevée jamais payée pour un gardien allemand, les gens ont rigolé. La presse s'est interrogée sur les raisons qui poussaient le Bayern à dépenser une telle somme pour quelqu'un qui, jusqu'alors, n'avait même pas joué pour son pays. Mais le Bayern ne jouait pas au hasard. Ils avaient vu quelque chose que la plupart des gens n'avaient pas vu. Kahn est arrivé à Munich en pensant que le plus dur était derrière lui, qu'il avait enfin réussi. Mais alors que sa carrière était censée décoller, il s'est déchiré les ligaments du genou et a manqué la majeure partie de sa première saison. Ça aurait pu tout cacher, mais au contraire, cela n'a fait que renforcer son obsession. L'année suivante, il est revenu et immédiatement devenu l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Le Bayern a conquis l'Europe, remporté la Coupe UEFA et commencé à remonter vers le sommet de la Bundesliga. Mais pas tout le monde a apprécié ce qu'il voyait. L'intensité de Kahn ne divisait pas seulement, elle faisait de lui une cible publique. Il était moqué sans arrêt, surnommé le gorille, les fans lui jetaient des bananes, des comédiens se déguisaient comme lui à la télévision et le faisaient passer pour un idiot furieux qui ne savait que crier. Lui disait que ça l'amusait, que si les gens lui lançaient des fruits, c'était parce qu'ils le considéraient comme invincible. Mais qu'il l'admette ou non, la haine le touchait. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est qu'il n'avait même pas encore atteint son pic. Alors que le Bayern montait en puissance, Kahn poussait encore plus fort. De l'extérieur, on avait l'impression qu'il vivait un rêve. Il était le gardien le plus célèbre d'Allemagne. Il soulevait des trophées, remportait des récompenses individuelles, jouait plus de minutes que n'importe qui dans l'équipe. De l'extérieur, il avait tout. Mais à l'intérieur, quelque chose commençait à se briser. Il ne dormait plus normalement, il n'arrivait plus à se détendre après les matchs. Il s'entraînait avec une intensité que personne ne pouvait suivre. Pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'il était terrifié à l'idée de perdre tout ce pourquoi il s'était battu. Et plus la pression montait, plus il refusait de ralentir. Dans sa tête, si le Bayern ne gagnait pas, c'est qu'il n'en faisait pas assez. Alors il continuait, toujours plus, jusqu'à s'enfoncer dans un endroit où plus personne ne pouvait le suivre. Et forcément, à un moment, ça a craqué. Il a commencé à s'effondrer après les matchs, incapable de monter les escaliers chez lui à cause de l'épuisement. Les médecins du club ont posé le diagnostic. Gastro-entérite liée au stress. Il vomissait littéralement à cause de l'anxiété. Son corps a lâché, écrasé par le poids de sa propre ambition. Mais même là, il ne voulait pas s'arrêter. Pas maintenant qu'il était le numéro 1 de l'Allemagne. Pas maintenant qu'il était si proche de devenir le meilleur gardien du monde.
Des années plus tard, après le suicide tragique de Robert Enke, un autre grand gardien allemand, victime de dépression, Kahn a finalement raconté ce qu'il avait vécu, la dépression, le burn-out, la perte totale d'équilibre. Il a expliqué qu'il avait atteint un point où il ne se sentait même plus humain, où il ne savait plus comment relâcher la pression et que la seule chose qui semblait l'apaiser, c'était de gagner. Mais même ça commençait à lui sembler sans intérêt. Au début des années 2000, Oliver Kahn s'était complètement transformé. Lors de la saison 2000-2001, il a disputé tous les matchs de championnat avec le Bayern et a réalisé 21 clean sheets, un record en Bundesliga. Cette année-là, le Bayern a remporté le championnat, la Coupe de la Ligue et atteint la finale de la Ligue des Champions. Et Kahn n'a pas juste gagné, il a écrasé ses adversaires. Son taux d'arrêt était hors norme, ses duels en 1 contre 1 faisaient trembler les attaquants. Certains hésitaient même à tirer quand ils se retrouvaient face à lui. Et ceux qui n'hésitaient pas, il leur faisait regretter très vite. Dans un match devenu célèbre, Kahn a réalisé un record historique en Bundesliga. Il est resté 736 minutes sans encaisser de but. Et quand la série s'est arrêtée lors de ce match, il a complètement pété les plombs. Il a d'abord foncé sur l'attaquant qui avait marqué, puis quelques minutes plus tard, après un autre but encaissé, il est sorti de sa surface et a failli frapper un adversaire au visage. N'importe quel autre gardien aurait été suspendu, traité de fou. Mais Kahn, ce n'était pas un gardien comme les autres. C'était le genre de joueur que tu détestes sauf s'il est dans ton équipe. Là, tu l'adores. Même dans ses pires moments, il répondait toujours présent. Il pouvait faire une crise en plein match, hurler, frapper dans le ballon et 5 minutes plus tard, sortir un arrêt impossible comme si de rien n'était. C'est ça qui le rendait impossible à comprendre. Cette même année, il a été élu meilleur gardien du monde par la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football et meilleur gardien européen encore une fois. Il a été élu également joueur allemand de l'année, le premier gardien à recevoir ce titre depuis près de 20 ans. Et au Ballon d'Or, il a terminé 3e, juste derrière Luis Figo et Raoul. Pour un gardien, c'était presque du jamais vu. À ce stade, plus personne ne pouvait ignorer ce qu'il était devenu. Il n'était pas seulement le meilleur d'Allemagne, mais le joueur le plus redouté du monde. Le 23 mai 2001, finale de la Ligue des Champions, Bayern Munich contre Valence. Après tout ce que Kahn avait traversé, les blessures, la haine, les échecs, cette nuit-là, c'était l'occasion d'effacer le traumatisme de 1999. Cette finale-là le hantait encore. Le Bayern menait 1-0 depuis la 6e minute. Et Kahn n'avait pratiquement pas été testé. Les 90 minutes s'étaient écoulées. Le trophée était déjà décoré aux couleurs rouges et blanches. L'UEFA avait même commencé à nouer les rubans du Bayern sur les poignets. Et puis, le cauchemar. D'abord, Teddy Sheringham, une égalisation surprise à la 91e minute que personne n'avait vu venir. Le Bayern était sous le choc. Et avant même qu'ils aient le temps de comprendre, Manchester a obtenu un autre corner. Beckham l'a tiré, Sheringham l'a défié et Ole Gunnar Solskjaer l'a envoyé dans la lucarne. 92e minute, 2-1, terminé. Kahn n'a pas bougé, il est resté là à regarder dans le vide pendant que Manchester célébrait. C'était la défaite la plus douloureuse de sa carrière. Et maintenant, 2 ans plus tard, il était de retour en finale avec la possibilité de tout réécrire. Le match a commencé dans le chaos. Un pénalty pour Valence dès les premières minutes, puis un deuxième peu après pour le Bayern. À la fin du temps réglementaire, le score était de 1 partout. Aucune des deux équipes n'a réussi à marquer pendant les prolongations. Il a donc fallu passer au tir au but. 5 pénaltys chacun, Kahn contre Canizares, 2 légendes. Le Bayern a raté son premier tir, puis un autre. Valence semblait tout proche de la victoire, mais Kahn n'a même pas cligné des yeux. Il a arrêté un tir, puis un deuxième, puis un troisième. Chaque arrêt était plus fou que le précédent. Ce n'était pas que des simples arrêts. Kahn était allé au bout de ses limites, se jetant sur le ballon comme si sa vie en dépendait, sauvant le Bayern de la défaite coup après coup. Au moment où Valence a tiré son 5e penalty, peu importe qui tirait, Kahn les a déjà brisés. Le Bayern a remporté la Ligue des Champions, leur première depuis 25 ans. Kahn a été nommé homme du match, il venait de signer l'une des plus grandes performances de gardien de l'histoire. Mais ce qui s'est passé juste après a vraiment tout changé. Alors que ses coéquipiers couraient pour célébrer, Kahn ne les a pas suivis. Il a regardé de l'autre côté du terrain et a vu Santiago Canizares, à genoux, la tête entre les mains, en larmes. Kahn s'est approché, il s'est assis à côté de lui, il a posé une main sur son épaule, sans un mot, juste un instant de consolation et de fair play. À cet instant, le monde entier a cessé de le voir comme un monstre avec des gants. Il était toujours le titan, comme tout le monde l'appelle. Mais désormais, il y avait aussi autre chose, quelque chose d'humain. Avant la Coupe du Monde 2002, presque personne ne croyait en l'Allemagne. Même leurs propres supporters
avait des doutes. L'équipe semblait être la plus faible depuis des décennies, sauf deux noms. Michael Ballack et Oliver Kahn, c'était tout. Les autres étaient là pour compléter l'effectif. L'Allemagne a commencé fort avec une victoire 8-0, mais après ça, les choses ont mal tourné. Contre l'Irlande, ils ont arraché à peine un nul. Face au Cameroun, ils ont galéré à trouver la faille. Au huitième de finale, l'Allemagne a battu le Paraguay in extremis grâce à un but en fin de match. Contre les États-Unis, les Allemands ont été dominés dans presque tous les postes, sauf celui qui comptait le plus, celui de Kahn. Un média américain l'a surnommé l'homme aux 1000 bras. Il a tout arrêté, absolument tout. En demi-finale contre la Corée du Sud, même histoire. Nouveau clean sheet, nouvelle victoire à l'arraché. Et contre toute attente, l'Allemagne s'est retrouvée en finale de Coupe du Monde grâce à un seul homme, Kahn. Il a réalisé 5 clean sheets en 6 matchs, réussi des dizaines d'arrêts imparables et tout cela sans montrer la moindre faille. Ce n'était pas seulement le meilleur tournoi de sa carrière, c'était l'une des meilleures performances de l'histoire de la Coupe du Monde pour un gardien de but. Mais en finale face au Brésil, la réalité a fini par le rattraper. Pendant 1 heure, Kahn a arrêté tous les tirs de Ronaldo et Rivaldo. Puis il s'est blessé au ligament d'un doigt. Quelques minutes plus tard, Rivaldo a tiré un ballon bas vers sa gauche. Kahn a plongé, a mis les mains dessus, mais la douleur, la pluie et le poids de tout ce qu'il avait enduré pendant un mois se sont combinés d'un seul coup. Le ballon lui a glissé des mains, Ronaldo a sauté sur le rebond et but 1-0. Puis 12 minutes plus tard, cela s'est reproduit. 2-0. Le Brésil était champion. Kahn s'est assis contre le poteau, silencieux, complètement brisé. Il a reçu la Golden Ball du meilleur joueur en Coupe du Monde. Le premier et seul gardien de but à l'avoir jamais reçu. Mais lorsque les journalistes lui ont demandé ce que cela signifiait pour lui, il a simplement secoué la tête et a dit « Une seule erreur en 7 matchs et j'ai été puni sans aucune pitié ». Après la Coupe du Monde, Kahn est rentré en Allemagne comme un héros national. Même après la défaite, même après son erreur en finale, tout le monde a su ce qu'il venait d'accomplir. Pendant 4 semaines, il a porté l'équipe entière sur ses épaules et il a réussi à la maintenir debout. Il est devenu le premier gardien de l'histoire à remporter le Ballon d'Or de Coupe du Monde. Il a été nommé une nouvelle fois meilleur gardien du monde et il a terminé 3e du Ballon d'Or pour la 2e année consécutive. Mais même ça n'a pas suffi, parce que malgré tous les records qu'il a battus, malgré les titres, les clean sheets, la folie, sa persévérance et sa supériorité, Oliver Kahn n'a jamais remporté le Ballon d'Or. Et encore aujourd'hui, beaucoup estiment qu'il aurait dû. En 2001, il a offert le triplé au Bayern et a arrêté 3 tirs au but en finale de Ligue des Champions. En 2002, il a emmené l'Allemagne en finale de Coupe du Monde avec 5 clean sheets et plus d'arrêts que personne ne pourrait en compter. Mais le titre est allé à Luis Figo, puis à Ronaldo. Malheureusement pour Kahn, c'était face à 2 très grands joueurs. Quand Manuel Neuer a terminé 3e en 2014 et Buffon pareil en 2006, les gens ont fini par réaliser une chose. Kahn l'avait déjà fait, et il l'avait fait 2 fois de suite. Aucun autre gardien, ni Buffon, ni Neuer, ni même Yashin, n'a enchaîné 2 saisons comme ça. Pas avec ces chiffres-là, pas avec cette pression-là, pas avec autant de peur dans les yeux des attaquants qui s'avançaient vers lui. Au final, il n'a jamais soulevé le Ballon d'Or. Mais demandez à ceux qui ont joué contre lui, et ils vous le diront. Oliver Kahn n'avait pas besoin d'un trophée pour prouver qu'il était le meilleur. Ses adversaires le savaient, et cela les empêchait de dormir la veille du match. Après la Coupe du Monde 2002, quelque chose a changé. Kahn était encore au sommet. Il enchaînait encore les clean sheets, il visait toujours les trophées, mais en coulisses, il était en train de s'effondrer. La pression, l'obsession, les années de tension sans relâche, tout ça avait fini par l'emporter. Et pour la première fois de sa carrière, les fissures n'étaient plus seulement intérieures. Il a divorcé de sa femme alors qu'elle était enceinte. Il a été photographié dans des boîtes de nuit, fumant des cigarettes et buvant du champagne avec une petite amie de 21 ans alors qu'il était techniquement blessé. La presse l'a détruit, les gros titres n'ont jamais cessé. Au Bayern, l'atmosphère a changé. Il a commencé à manquer des séances d'entraînement, il a fait plus de parties de golf avec Sepp Maier que d'entraînement avec l'équipe. Certaines semaines, on avait l'impression qu'il n'était plus vraiment là, et pourtant, il continuait de gagner. Dans les 6 dernières années de sa carrière, celle que beaucoup considèrent comme son déclin, Kahn a remporté plus de trophées nationaux que durant toutes les années précédentes réunies. Des titres de Bundesliga, des coupes d'Allemagne, des coupes de la Ligue, une coupe intercontinentale, il les a remportées comme si rien n'avait changé. Car d'une certaine manière, rien n'avait changé. Il n'était plus le même homme. L'obsession l'avait épuisé. Le feu qu'il poussait autrefois ne brillait plus qu'en un éclair. Mais quand les grands matchs arrivaient, quand la pression revenait, quand ça comptait vraiment, Oliver Kahn redevenait le monstre. Il hurlait sur ses défenseurs, fixait les attaquants droit dans les yeux et faisait trembler tous ceux qui se dressaient devant lui.
Au moment où il a pris sa retraite en 2008, il avait disputé plus de 700 matchs professionnels, gagné 8 titres de Bundesliga, soulevé la Ligue des Champions, il a été élu meilleur gardien de Bundesliga à 7 reprises et réalisé ce qu'aucun autre n'a refait depuis, monté 2 fois sur le podium du Ballon d'Or en tant que gardien. Aujourd'hui, il est membre du conseil d'administration et ancien PDG du Bayern Munich. Mais peu importe les micros qu'il tient ou les réunions qu'il dirige, il y a toujours quelque chose dans ses yeux. Cette chose qui faisait rater les attaquants avant même qu'ils frappent. Il n'est pas juste une légende, pas juste un recordman, pas juste un titan. Il est Oliver Kahn et pendant un moment, il a été l'homme le plus terrifiant du football. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.